Bonjour tout le monde, je suis aujourd'hui de nouveau avec Sabrina. Bonjour à tous, bonjour Julie. Tu es éducatrice et tu t'es spécialisée dans le TDAH. Aujourd'hui on va parler des causes du TDAH. Un sujet nébuleux, mais je te pose quand même la question. Oui, alors les causes du TDAH ne sont pas encore... les études scientifiques... c'est pas clair. Non, parce que on ne peut pas... par une prise de sang dire aujourd'hui ou un IRM, vous avez un TDAH. Ce dont les scientifiques sont sûrs aujourd'hui, c'est que c'est une accumulation de facteurs génétiques. Okay. Il y a bien c'est neurodéveloppemental, il y a bien une transmission génétique. On est avec le TDAH, mais il y a aussi des facteurs environnementaux qui vont faire que les symptômes vont se développer plus ou moins ou non. Et ces facteurs entraînent en fait des modifications des réseaux de neurones. Et de transmission en fait des neurotransmetteurs dans les neurones. Donc, et ces modifications de ces réseaux vont avoir des conséquences sur les processus cognitifs, motivationnels et émotionnels qu'ils contrôlent. Bien sûr. On le voit déjà chez les enfants, on va dire tout court. Qui n'ont pas de 10, on dit que l'empathie se développe vers 6 et 7 ans, commence à se développer massivement vers 6-7 ans, si l'enfant a grandi harmonieusement, sans violence, sans maltraitance sexuelle, sans coup de pression, sans terreur, sans déménagement XY. C'est ça en fait. Donc déjà pour les enfants classiques, on sait bien que c'est pas facile, mais alors pour les enfants qui ont des troubles, encore moins. Il y a forcément une interaction, et donc dans les facteurs environnementaux, il y a quand même des points qui ont été révélés et corrélés et qui majorent en fait le risque de troubles neurodéveloppementaux et notamment du TDAH. C'est la prématurité, le faible poids de naissance, l'exposition à l'alcool durant la naissance. Donc durant la grossesse. Pardon, durant la grossesse, on avait compris. dont on sait que ce sont des facteurs qui majorent le risque de développer un l'alcool, TDAH. J'imagine les opiacés, d'autres tout à fait. drogues tout ce qui ne peut pas être bien filtré par le placenta. C'est ça. Très bien. Quand tu parlais de génétique, est-ce qu'on est d'accord sur le fait que c'est pas à 100% que c'est transmis, mais c'est en partie transmis? C'est en partie. Et on ne sait pas encore du tout dans quelle mesure ça l'est et comment ça se situe sur les gènes. Oui, si c'est systématique dans certaines familles, peut-être que oui, peut-être que dans certaines, il n'y a qu'une personne qui ne va pas le transmettre ou qui le transmettra à la 15e génération ou à la 2e. Ça fait partie des risques on sait notamment quand il y a une fratrie et qu'un des enfants développe un TSA, par exemple un trouble du spectre de l'autisme ou un TDAH, on va avoir une vigilance accrue sur les enfants suivants de la fratrie, mais c'est pas systématique. Par contre, ce que j'ai pu observer, c'est sur les jumeaux et les jumelles. Les vrais jumeaux et jumelles ont, je crois que c'était 70% ou 80% de risque. S'il y en a un qui l'a, l'autre le développe. C'est un peu normal, ils ont le même ADN, donc ça reste cohérent. Donc voilà. Mais c'est vrai que dans les familles où il y a des 10, des TDAH, en général, moi j'ai le deuxième qui est TDAH, j'ai un double 10 aîné, donc on trouve des il y a quelque chose. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc bien souvent, quand un enfant est diagnostiqué, les parents eux-mêmes se posent des questions et retrouvent des modes de fonctionnement et ça éclaire chez eux certains je me suis beaucoup posé de questions parce que j'ai beaucoup d'énergie, mais visiblement ça serait pas un TDAH, mais peut-être autre chose. En tout cas, les questions sont ouvertes, et puis sur les générations dessus, je vois aussi qu'il y a une cohérence sur des fonctionnements de mon enfant. Donc voilà, je commence à faire les liens maintenant, c'est hyper intéressant. En effet, ça vient pas de nulle part. Non, c'est ça. Et c'est pour ça que dans la recherche du diagnostic, il y a toujours ce qu'on appelle une anamnèse, c'est-à-dire que le médecin va venir voir aussi dans l'histoire de la famille. Il ne s'amuse pas à creuser dans l'histoire de votre famille par plaisir, mais parce que on sait que bien souvent on retrouve des 10, ou parfois des troubles psychiatriques, mais qui fait étaient peut-être liés à un TDAH, mais qui n'a pas été diagnostiqué. Exactement, oui, parce qu'un TDAH dans toute sa splendeur et dans toute sa maltraitance, parce que les enfants TDAH, on le rappelle, sont quand même massivement maltraités. Moi, c'est ce que j'observe au quotidien, et on a pris beaucoup sur nous pour justement être des parents les meilleurs possibles pour lui, sans lui faire de mal, parce que avoir un enfant TDAH,
TDAH au quotidien. Oui, c'est un défi. C'est un putain de défi, vraiment, pour le couple, pour la parentalité et pour la fratrie ou la sororité. Parce qu'il y a aussi des enfants qui sont là, qui comprennent pas forcément ce qui se passe. Et avoir un enfant qui pleure 2 heures sans s'arrêter et qui jette des trucs et machin, enfin, c'est un côté un peu terrorisant. Donc, d'où l'importance du diagnostic pour être accompagné. Et mieux comprendre tout ce qui peut se passer. Vraiment, l'accompagnement, la prise en charge, le diagnostic sont vraiment essentiels pour grandir, pour accompagner l'enfant et sa famille à grandir ensemble de manière plus harmonieuse. Et je rajouterais aussi que de savoir qu'il a un TDAH, moi ça m'apaise. Oui, parce que je me dis pas en effet j'ai foiré l'éducation. Et surtout, je sais que je peux permettre une flexibilité d'outils régressif qui n'est pas un problème alors qu'avant c'était un problème, comme la tétine qui peut paraître oui, mais en fait c'est la seule chose qui le calme, donc en fait j'en ai rien à foutre de l'image extérieure. Donc il y a des choses comme ça qui permettent ce diagnostic me permet moi d'avoir des outils pour l'apaiser. Tant pis si, je sais pas, il n'utilise pas le biberon, mais s'il avait un biberon de temps en temps, mais ça ne me dérangerait pas parce que je sais qu'il a des états différenciés de... ça nous permet en fait de lâcher sur certaines attentes qu'on peut avoir qui sont aussi liées quand même à notre propre éducation et au fonctionnement de la société et de l'éducation. Du parent dominant qui a décidé et de ne pas s'adapter aux besoins des enfants. Alors il y a une marge aussi, hein, si on s'adapte à tout, ils peuvent regarder aussi la télé 12 heures par jour, enfin voilà, il y a s'adapter et s'adapter. Donc on est sur du prendre soin au mieux qu'on peut, c'est pas toujours évident. Merci Sabrina pour toutes ces lumières. Merci Julie. Avec plaisir, merci à vous de nous avoir écoutés, on vous dit à bientôt. À bientôt.